Alors, quelques commentaires pour ceux qui assistent au séminaire. Je voulais vous mentionner qu'à partir de la semaine prochaine, aujourd'hui il y a séminaire, mais ça, je suppose que certains d'entre vous l'ont repéré, vu l'orateur en question. Et à partir de la semaine prochaine, donc, il y aura une pause dans le séminaire. À la place du séminaire aura lieu le cours PECO de Anne-Laure Dalibard, qui fera donc, le cours PECO, pour ceux qui l'ignorent, c'est le cours qui est décerné par le Collège de France, enfin c'est un honneur qui est décerné par le Collège de France à des jeunes chercheurs en mathématiques. Il y en a au maximum 2 par an qui ont cela. Et il s'agit de faire un cours au Collège de France de quelques heures. En fait, de 8 heures, 4 fois 2 heures. Et donc Anne-Laure, à partir de la semaine prochaine, fera à la suite de mon cours 2 heures pendant 4 semaines sur des problèmes de couches limites en mécanique des fluides. Voilà, donc je voulais faire cette annonce. Si vous avez loupé ça vaut le coup, et c'est toujours bien d'encourager de jeunes chercheurs brillants. Alors, en ce qui concerne mon cours, alors, je voulais revenir peut-être un tout petit peu sur un point où je pense que sur lequel je veux vraiment insister, qui est le passage plus exactement, de répondre à la question de quand est-ce qu'on peut passer de l'équation fondamentale en dimension infinie à des équations en dimension finie, et de bien expliquer quels sont les termes qui marchent et les termes qui ne marchent pas. Alors donc, il y a d'une part MFG que je vais qualifier de fondamental ou de master, donc, et puis il y aura le MGF réduit qui sera en dimension finie lorsqu'on peut le faire. Et puis il y a aussi le problème à n joueurs. Alors je vais essayer de réécrire ceci à peu près correctement. Donc je vais écrire moins du sur dt parce que les signes sont moins nu plus bêta laplacien petit x de u. Donc là, on cherche une fonction, pour bien comprendre tout de suite, on cherche une fonction de x, de m et de t. Les x là-dedans varient dans q, les m dans des mesures ou dans des probabilités sur q, et t varie entre 0 et grand t. Et ça, c'est un réel. Donc là, c'est le laplacien standard, point, plus un h de x, éventuellement de m, et 2 gradient x u. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons un du sur dm dans lequel nous allons trouver, j'essaie de faire attention aux signes, dans lequel nous allons trouver un nu plus bêta laplacien m. Et là, j'écris les choses comme ceci pour que quand j'écris ceci, c'est vraiment des dérivées directionnelles. Nous avons sur dt, mais je pense qu'il y a un mot. J'ai fait une bêtise avec les signes, comme toujours. Bon, je suis désespéré pour les signes. Plus divergence de ds sur dp. Je ne garantis pas les signes. De toute façon, la semaine dernière, je pense vous avoir donné les signes corrects. Et lorsque j'écris ceci, je le répète, il s'agit de dérivées directionnelles. Et enfin, bêta sur 2, d2u sur dm2, dans la direction... alors, comme je suis en dimension Q et dans RD, ça va être la somme pour I variant de 1 à D de D2U M. Ouais, je vais écrire les choses autrement. D2U sur DM2. J'essaie d'écrire les choses de manière la plus compréhensible possible. EI, EI. Donc, dans une direction, et ça, c'est pas vraiment ça que je veux écrire. Si je parle vraiment de dérivée au sens directionnel, il faut que j'écrive dm sur dxi, dm sur dxi. Donc ça, c'est la dérivée seconde dans cette direction-là.
Et comme ça, là, il n'y a que des dérivés directionnels, il n'y a pas de calcul différentiel complexe, et modulo un ou deux signes incorrects, c'est la bonne représentation. Déjà, là, j'ai un signe dont je suis sûr qu'il est faux. Bon, donc on a cette équation. Donc peu importe les signes précis à la fin, il faut toujours que ce soit le signe qui marche. On a d'autre part, ce que je vous avais dit, c'est que si nu, je répète un tout petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière, si nu est égal à 0, ce système-là contient les points de Nash à n joueurs. Et la manière dont on s'y prend, c'est que l'on fait à une permutation près, on prend x égale x1 et m, et on projette le problème sur de telles mesures. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que c'est aussi une manière de discrétiser le problème. C'est une manière de discrétiser le problème et de dire, au lieu de chercher une fonction sur les mesures quelconques, je vais chercher une fonction sur une partie dense qui est fondamentalement de dimension entre guillemets finie, puisque grosso modo, il y a n-1 point dans RD à choisir. Eh bien, donc, si je prends et j'essaie de projeter, donc c'est vraiment une étape de discrétisation, et si je fais ça et que j'ai nu égal à 0, je retombe exactement sur mon système, mes points de Nash à n joueurs. De la même façon que lorsque vous prenez l'équation de Vlasov et que vous choisissez bien votre mesure, vous retombez exactement sur les équations de Newton. Bien, c'est l'analogue. Alors, c'est l'analogue et je veux revenir un tout petit peu sur pourquoi ça marche pour nu égal à 0, pourquoi ça marche et ça ne marche pas pour nu strictement positif. Mais ce que vous faites là, en fait, ce que j'ai expliqué avec ceci, ça marche aussi, et ça peut être une bien meilleure discrétisation, si vous vous mettez maintenant des poids qui sont quelconques. Auquel cas, vous n'avez pas exactement le système de Nash à n joueurs, il faut regarder les poids. Lorsque nu est égal à 0, les poids ne bougent pas, c'est du transport mélangé à du contrôle optimal. Et donc, vous pouvez écrire un système de Nash à n joueurs, mais avec des poids qui sont dans la dépendance du critère vis-à-vis des autres. Là où vous devez rentrer d'habitude les positions des autres joueurs, vous rentrez la position des autres joueurs, mais avec les poids pi, qui ne bougent pas au cours du temps. Donc ça, c'est et d'une certaine manière, là, ce dont vous êtes en train de parler, donc ça donne quelque chose que l'on peut écrire qui est un système de Nash à n joueurs, qui donc est une manière de discrétiser et d'approcher le problème, mais c'est quand même très lourd. Parce que même si, vous prenez une mesure quelconque, vous pouvez l'approcher bien mieux avec des poids comme ceci qu'avec des poids équidistants. Si la mesure est uniforme, non, mais si la mesure n'est pas uniforme, vous avez intérêt, effectivement, pensez que si vous avez une masse de Dirac, il vaut mieux la garder toute seule. Donc, je caricature, mais il y a un peu de ça. Donc, si l'on fait ceci, ce que l'on a derrière, c'est l'idée qu'on a des macro-joueurs, d'une certaine manière. Et donc, on a une meilleure discrétisation. Ça reste très lourd, parce que ces points de Nash à n joueurs, c'est quand même des équations dans RD puissance n. Donc là, on va avoir n équations dans RD puissance n. Et en plus, il y a le problème de nu égal à 0. Alors on verra, et c'est vraiment l'approximation que je recommande, que si on doit faire des approximations, si on ne fait pas des développements à petit bruit, si on ne fait pas de l'analyse théorique, si on veut vraiment essayer d'approcher les choses, ce que je recommande, c'est non pas de discrétiser M, mais de discrétiser l'espace. Auquel cas, on aboutira, et ça on le verra plus tard dans le cours, à n équations dans RD, ce qui est quand même, en termes de complexité, bien inférieur. Alors, bien entendu, on n'a pas forcément exactement la même précision, mais en tout cas, c'est des choses que l'on peut calculer, parce que ça, essentiellement, n équations dans RD puissance n, même si D est égal à 1, vous voyez le problème. Étant donné, on ne dépassera guère 3-4 joueurs. On retombe sur le problème qu'en théorie des jeux, si on ne peut pas le faire explicitement, à plus de 3 ou 4 joueurs, on ne sait pas faire grand-chose. Bien. Alors donc, cet aspect-là, vous voyez sur les étapes de discrétisation, on peut le voir comme une étape de discrétisation, mais je voudrais un peu insister sur le fait de pourquoi ça marche.
quand nu égale à 0 et pourquoi ça ne marche pas quand nu est strictement positif. Alors je ne vais pas revenir sur la partie premier ordre de le du sur dm, je voudrais surtout revenir sur l'aspect laplacien m et sur les dérivées secondes. Je voudrais surtout revenir sur le nu et sur le bêta. Alors pourquoi ça marche avec bêta? Donc bêta c'est le bruit commun, ça c'est OK. Bon, alors sans vraiment entrer dans les détails, je voudrais vous rappeler un point de vue qui consiste à dire que lorsque j'ai une fonction u de m, je peux aussi la regarder comme une fonction sur les variables aléatoires, par exemple de carré intégrable, où la loi de x est m. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc là maintenant, au lieu de considérer une fonction sur l'espace des probas, on garde la variable x, mais je l'oublie, puisque c'est franchement la dépendance par rapport à m qu'il faut comprendre. Alors, les termes en bêta qui sont là, hein, tous les termes en bêta qui sont là, correspondent exactement à faire l'opération suivante. Donc, les termes en bêta correspondent exactement à prendre la dérivée seconde de u de x plus ei, plus lambda ei, et de prendre la dérivée seconde d2 sur d lambda 2 en lambda égale à 0. En d'autres termes, que fait-on? Ce qu'on est en train de faire, pensez en dimension 1, donc vous n'avez pas toutes ces sommes de i égale 1 à d, hein, donc là c'est un opérateur, on regarde la dérivée dans l'espace des mesures dans la direction de la dérivée, dérivée seconde, et là qu'est-ce que l'on fait? On fait simplement une translation sur les variables aléatoires. Okay? Alors si on fait simplement une translation sur les variables aléatoires, pourquoi effectivement est-ce bien compatible avec une telle discrétisation avec des masses de Dirac? Et la réponse est claire. Parce que maintenant, imaginez, qu'est-ce que ça veut dire que la loi de x est donnée par une telle masse de Dirac? Ou que ce soit avec des poids égaux 1 sur n-1 ou des poids pi. Eh bien, ça veut simplement dire que x va prendre les valeurs xi avec des probas qui sont, disons, pi. C'est ça, là, dire que la loi de x, c'est ce m-là. Et donc, lorsque vous regardez x plus lambda i, bien vous voyez que ça préserve cette structure. On a encore une variable aléatoire discrète qui prend les valeurs xi plus lambda ei. Vous êtes en train de toutes les déplacer. Et donc, lorsque effectivement vous remplacez u de m par u2, et quand j'ai mis de 1 à n-1, pardonnez-moi, c'est de 2 à n, puisque la première variable, c'était x1. Hein. Donc là, c'est de 2 à n. Et donc, lorsque vous écrivez que u est une fonction, lorsque vous posez un qui est égal à ce u1, ce u de x1, de x2, excusez-moi, de x1 et de cette mesure, à savoir somme de 2 à n de pi delta xi. Donc ça, c'est une fonction sur Rd puissance n. Lorsque vous faites cela, vous voyez que les termes en bêta qui agissent là-dessus, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça veut simplement dire que vous êtes en train de prendre des translations par rapport à chacune. Alors, lambda ei, c'est vraiment pas très malin, c'est pas le même i. Hein. Là, il y a xi qui sont les différents points que l'on prend avec les probas PI, et puis là, donc je vais mettre alpha ici, ce sont les directions dans RD, donc c'est xi plus lambda E alpha. À nouveau, si on est en dimension 1, E alpha c'est 1. Hein, on translate de lambda. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est simplement en train de dire, je suis en train de translater mes points de lambda alpha, de dériver 2 fois. Bon, ben là, je récupère effectivement l'opérateur. Hein, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de regarder d2 sur d lambda 2, en lambda égale à 0, de un, de x1, de x2 plus lambda, si on est en dimension 1, alors c'est x2 plus lambda E alpha.
Non, c'est pas ça, c'est delta alpha 2. C'est pénible, ça. Je vais faire en dimension 1, j'en ai marre des notations et tous les indices, sinon on n'y voit absolument rien. x2 plus lambda, etc. Non, en fait, c'est x2 plus lambda e alpha. x2 est un point de RD, ce n'est pas une coordonnée. Alors, x2 plus lambda alpha, xn plus lambda e alpha, et puis j'ai une somme sur alpha qui n'a pas d'importance. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez effectivement bien l'opérateur correspondant. L'opérateur, il y a un bêta qui est devant, hein, pardonnez-moi, mais ça c'est vraiment, c'est simplement les termes en bêta, quand je dis ça, il y a un bêta. Et puis il n'y a pas de bêta sur 2, c'est un bêta ici. Décidément. Alors, bêta, donc je récupère effectivement bêta fois ce terme, mais vous voyez que ce terme, qu'est-ce qu'on récupère? Bien, on récupère la somme de toutes les dérivées secondes, ce qui correspond bien à un brownien commun. Donc là, on va récupérer ce terme-là, et bien le terme qui correspond à un brownien commun. Donc voilà pourquoi effectivement, et donc fondamentalement, on a bien l'intuition que si j'ai un brownien commun, c'est comme si je faisais toutes des translations sur le problème, et toutes les translations sur le problème, ça commute avec une mesure empirique, avec une somme de delta xi. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on peut reprojeter en dimension finie, éventuellement avec des macro-joueurs, et on récupère bien les mêmes équations. Donc cela contient les systèmes de points de Nash à n joueurs. Donc ça, je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous avais expliqué d'une autre manière pourquoi ça marchait. Je voulais vous montrer le point de vue variable aléatoire, parce que là, le passage des mesures de proba à la dimension finie est transparent. On voit effectivement qu'on fait juste les translations. Alors, que se passe-t-il avec nu? Donc maintenant, regardons le nu. Avec nu strictement positif. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, il y a fort longtemps, je pense qu'il y a 2 ans, je vous avais expliqué, j'avais essayé d'expliquer comment on récupérait, quelle était la limite d'un Laplacien pur dans RD puissance n sur des fonctions symétriques, comment cela faisait apparaître un terme de premier ordre, en d'autres termes, comment des opérateurs du second ordre, qui est le Laplacien qu'on a dans l'équation de la chaleur, comment ce terme-là donne à la limite, quand n tend vers l'infini, sur l'espace des mesures de proba, une dérivée première. Bon. Et le fait même que l'on passe d'un opérateur de dérivée seconde à un opérateur de dérivée première, c'est-à-dire d'ailleurs qui soit géométrique, qui commute avec les changements non linéaires, prouve bien qu'il y a une limite. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas un cas particulier. Donc on sentait bien déjà qu'il y avait le passage à la limite, qu'il y avait un passage à la limite. Alors ce passage à la limite, on peut aussi dire, ça correspond à des tas de browniens indépendants, que c'est la loi des grands nombres. Donc s'il y a un passage à la limite, cela veut donc dire que je ne peux pas simplement discrétiser et retomber sur mon système à n joueurs. Ça ne va pas marcher. Alors on va voir que ça ne marche pas, à grosso modo, à quelque chose qui est d'ordre 1 sur n près. Ça correspond bien à la loi des grands nombres. Comment on va voir ça? C'est qu'on a en dimension infinie un opérateur du premier ordre, en dimension finie, on aimerait avoir le Laplacien, c'est-à-dire un opérateur du second ordre. Bon, et quand on a des opérateurs comme ça, grosso modo, il suffit de comprendre ce qui se passe sur des polynômes de degré 2. Pour identifier des opérateurs, pour des opérateurs de dérivée du premier ordre, il suffit de comprendre ce qui se passe pour des fonctions affines. Une fois qu'on sait ce qui se passe sur les fonctions affines, on identifie tout. Mais, parce que vous identifiez chacune des coordonnées de votre champ de vecteurs dans un opérateur de dérivation. Et que tout le reste s'ensuit, parce qu'après, vous avez la dérivation des fonctions composées, vous avez la propriété de changement d'inconnu. Donc, pour un opérateur de dérivée première, il suffit de comprendre ce qu'il fait sur les fonctions linéaires. Pour des opérateurs de dérivée seconde, et c'est au plus de dérivée seconde, il suffit de comprendre ce qui se passe sur les fonctions polynomiales. Alors, de quoi s'agit-il ici? Donc, je répète, je suis en train de manipuler M, qui est éventuellement, dont j'aimerais choisir dans un moment, et je change de notation pour plus être embêté, je remplace n par k, parce que c'est d'ailleurs n-1 qui est par k. C'est une question qui d'une certaine manière, n'a plus grand-chose à voir.
et je veux comprendre d'une part ce que fait l'opérateur du sur dm lorsque je lui applique, on va dire, Laplacien m, et d'autre part, si j'ai donc une fonction u de m, et que je définis une fonction u de x1 et de xk, qui est la somme de i égale à 1, qui est le u de 1 sur k, somme de i égale 1 à k de delta xi. D'un côté, j'ai cet objet, et puis de l'autre côté, j'ai le Laplacien par rapport à x du petit u. J'aimerais comparer ces objets. Donc on sait que lorsque k tend vers l'infini, l'un tend vers l'autre. Ça tend vers ça. La question, c'est est-ce qu'il y a une différence? La réponse va être oui, parce que sinon la proposition, l'observation que j'ai faite serait vraie tout le temps. Et maintenant, on va se poser la question de combien on manque. Alors à nouveau, je répète, il suffit de comprendre de combien on manque sur des fonctions régulières, c'est-à-dire des fonctions polynomiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends une fonction polynomiale qui est une fonction, je prends un phi de xy, m de x, m de y, c'est-à-dire un polynôme de degré 2 sur l'espace des mesures. Phi est mon coefficient, qui est donc une fonction que je peux toujours supposer symétrique sur Q2. Et puis je peux faire les calculs et regarder. Alors, si je fais ça, puis je vais mettre un 1,5. Ça, il faut que je revienne à la définition. La définition, c'est que je prends le flot de la chaleur associé, je prends le flot associé à l'équation de la chaleur, et donc je dois regarder d sur dt de u de mt en t égale à 0, où mt vérifie que m.t égale Laplacien mt. Donc c'est m de t. Allez. OK? Donc ça, c'est une manière de calculer ça. Alors on reporte, ça veut dire que j'ai m de t ici, et je dérive par rapport au temps. Lorsque je dérive par rapport au temps, je peux dériver l'un ou l'autre, et à chaque fois, ça me crée un Laplacien. Et donc, si je fais ceci, le premier terme me dit quoi? Il me donne 1/2 de l'intégrale double de phi de xy, Laplacien m de x fois m de y, plus m de x fois Laplacien m de y. Bon, comme ils sont symétriques, je vais essayer de toujours garder les choses symétriques. Et vous faites l'intégration par partie des Laplaciens. Et donc, la morale, c'est la fin, ce que vous récupérez à la fin, c'est que vous récupérez, et je vais mettre phi 1 pour dire que je dérive 2 fois et que c'est au sens du Laplacien par rapport au premier paquet de variables, phi 1 plus phi de 2 fois m de x fois m de y. Et ça, maintenant, je dois remplacer m par 1 sur k, somme de delta xi. Et donc, tout ceci me donne 1 sur 2k2, somme sur i et j, de phi 1 de xi xj, plus phi de 2 de xi xj. Bon, pensez que tous les xi et les xj sont en dimension 1, donc phi 1, phi de 2, c'est simplement dériver 2 fois par rapport à la première variable pour phi 1 et dériver 2 fois par rapport à la seconde variable pour phi de 2. Bon, ça c'est clair, voilà ce qu'on récupère. Maintenant, regardons Laplacien x en u. Il s'agit donc de calculer la somme de k égale 1 à grand K de la dérivée seconde par rapport à xk. Donc j'écris les choses. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que je dois mettre? Bien, je dois mettre u calculé en 1 sur k, somme de delta xi. Donc si u est donné par ceci, je remplace, ça fait 1 sur 2k2,
somme sur I et J, somme sur I et J de phi de xi, xj. Donc, venant de la dimension finie et calculant l'opérateur lorsque je discrétise, évidemment pour un polynôme de degré 2, pensez qu'en un point M, je fais un développement limité. Donc, j'essaie d'identifier chacun des termes à cet endroit-là. Donc, je récupère d'un côté, je récupère cela, et là, de l'autre côté, je récupère, toujours dans le cadre d'un polynôme, bien, je récupère la dérivée seconde, ce bazar-là. Ben, ça, il faut le calculer. Donc, lorsqu'on fait ce calcul-là, évidemment, il y a le cas K égale I, K égale J, où on va récupérer les termes qui sont ici. Donc, j'aurais écrit déjà le 1 sur 2 K2, et puis je vais écrire le terme qu'on a en plus, somme sur I et J, de phi 1, 1 de xi, xj, plus phi de 2 de xi, xj. Mais ce que je loupe, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai dérivé deux fois par rapport toujours à l'une des variables. Et ce que je loupe, c'est la situation où i est égal à j, et que pour dériver deux fois par rapport à xi, je dérive par rapport au premier xi une fois, et par rapport au deuxième xi une autre fois. Ce faisant, qu'est-ce que je récupère comme terme? Bien, je récupère donc, c'est une somme 1 sur 2k2. C'est une somme sur i, puis je peux aussi récupérer dériver par rapport au deuxième, etc. Donc c'est 1 sur k2, mais peu importe, c'est une somme sur i. Et là, ce que je vais avoir, c'est phi 1, 2. J'ai dérivé par rapport à xi, puis par rapport à xj, et c'est en xi. Donc je récupère presque le même terme, à savoir ce terme-là, c'est bien celui qui est ici, mais j'ai une erreur qui, vous voyez, est bien d'ordre 1 sur k. Parce que j'ai 1 sur k2, mais j'ai k termes. Donc ça correspond bien à cette erreur dont je vous parlais, de loi des grands nombres, ça correspond bien au fait que ce n'est pas une projection exacte. Donc c'est une approximation, et effectivement, le problème à n-corps peut être vu comme à n joueurs, peut être vu comme une discrétisation du problème en dimension infinie. C'est une autre manière de revoir la limite, mais de le voir en pensant discrétisation. Et si on fait ça, on a en plus la flexibilité de ne pas prendre des masses identiques pour chacun des macro-joueurs. Alors, je n'insiste pas sur l'aspect discrétisation, je voulais le mentionner parce qu'on verra quelque chose de plus réaliste en termes de discrétisation, qui sera de discrétiser l'espace. Alors, comment d'une équation comme ceci, on discrétise l'espace, qu'est-ce que ça devient tous ces opérateurs? Il va falloir un peu réfléchir. Bien. En tout cas, ça discrétisera automatiquement de discrétiser l'espace, discrétise automatiquement les mesures de proba. Mais en plus, on aura discrétisé l'espace. Bon. Alors, donc ça je le mets de côté. Mais je voulais bien vous montrer pourquoi ça marche dans certains cas, pourquoi ça marche pas dans d'autres cas. Alors, peut-être qu'il y a une autre manière de réécrire des problèmes en dimension finie, avec une meilleure approximation. Est-ce qu'il est possible de réécrire un système de n joueurs, mais corrigé, qui, en tout cas, améliore cette erreur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même pour des polynômes de degré 2, je ne sais pas. Je ne le vois pas instantanément. Mais il y a peut-être quelque chose à gratter là. OK, donc ça, c'était pour l'aspect équation en dimension infinie. Et donc, je vais faire un petit passage sur des problèmes d'optimisation qui nous serviront pour analyser ces équations Donc, vous avez MFG F qui contient MFG réduit, c'est-à-dire les systèmes
d'équations aux dérivées partielles backward-forward, et ça c'est vrai si bêta égale à 0, s'il n'y a pas de bruit commun. Et vous avez d'un autre part MFGF qui contient, si nu est égal à 0, c'est-à-dire là s'il n'y a pas de bruit indépendant, qui contient les points de Nash à n joueurs. Donc voilà ce que l'on a vu jusqu'à présent, après le premier cours qui était consacré à l'unicité. Bien. Alors donc, voilà pourquoi je me permets de qualifier cette équation-là en dimension infinie de fondamentale. Je ne vous cacherai pas qu'effectivement, enfin, je ne vais pas prétendre que c'est une équation facile à comprendre, à manipuler, etc. Mais il n'y a pas le choix, elle est là. En revanche, ce que nous allons voir petit à petit, c'est qu'elle a une étonnante structure mathématique qui permet de l'analyser, ce que je ne pensais vraiment pas a priori. Une structure qui ressemblerait en dimension finie à un système hyperbolique très particulier écrit sous forme non conservative, donc, et pour lequel on verra qu'on a naturellement des régimes réguliers. Donc on s'amusera avec des choses en dimension finie pendant longtemps dans le cours, parce que si on ne comprend pas ce qui se passe en dimension finie, on n'a aucune chance d'imaginer ce qui se passe en dimension infinie. Alors, mais auparavant, je vais faire un retour sur les MFG réduits et me dire, OK, j'ai cette équation, pourquoi je vais faire un retour? Je vous explique la stratégie. J'ai cette équation, qu'est-ce qu'elle est? Comme tout le monde, des équations non linéaires en dimension infinie, personne n'est très à l'aise là-dedans. Bon. Donc on essaie de trouver des moyens de comprendre cette équation de manière un peu plus... que ce soit un peu plus simple à comprendre. Bon. Alors, une manière d'y arriver, c'est d'ailleurs une manière qui s'appliquait dans le cas des équations réduites, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des situations où je vais pouvoir écrire un problème de contrôle optimal? Si je peux écrire un problème d'optimisation, un problème variationnel, un problème de contrôle optimal, ben ça sera peut-être une manière de résoudre mon problème où je comprendrai ce que je fais. À la différence de ça, pour l'instant, je manipule sans rien comprendre. Bon, ben on va comprendre petit à petit. Donc l'idée maintenant, c'est un nouveau chapitre dans le cours. Il s'agit de revenir sur l'aspect lien avec le contrôle optimal. Alors, on va démarrer de ce que l'on comprend à peu près, à savoir les MFG réduits, et se poser la question de quand est-ce qu'on a un lien avec le contrôle optimal en faisant un petit rappel sur ce qui était connu. Alors, donc, premièrement, rappel. Si on prend un problème de MFG du style dm sur dt moins Laplacien m, et là je vais mettre un nu, il n'y a plus de bêta. Et donc là ce sera bêta égale à 0. Et donc MFG réduit. Et d'une certaine manière, lorsque bêta égale à 0, c'est inclus, mais c'est la même chose. Hein. C'est une manière, en partant d'une mesure quelconque et en faisant une intégration backward sur les caractéristiques, en M, c'est une manière de résoudre le problème. Si on sait résoudre tous les MFJ réduits, on sait résoudre le problème en dimension infinie dans ce cas-là. Alors donc, si on écrit moins nu Laplacien M plus divergence, à nouveau, je ne garantis pas absolument tous les signes, divergence de DHP-M, et je vais prendre un h de x et le gradient u, et je vais lui retrancher un moins f de m. Bon, ça, c'est mon h de x de m et le gradient u. Donc, je prends un variable séparé. OK? Donc, si j'écris cela, maintenant, il faut que j'essaie d'écrire avec des signes à peu près corrects. Moins du sur dt, moins nu de Laplacien u, plus un h. On verra de toute façon que je vais faire le calcul à partir de celle-là, on va voir le bon signe. Donc, plus h de x et le gradient u égale f de m.
là, je pars dans M0, et ici, je finis avec plutôt dans un M bar, et ici, je finis avec un U bar. Donc, les données du problème, c'est les H, le F, M bar et U bar. C'est écrit dans un domaine périodique, les M sont positifs ou nuls, je ne reviens pas là-dessus, c'est éventuellement des mesures de proba, c'est vraiment pas le point important. Donc, le rappel, c'est que l'on peut construire a priori un problème de contrôle optimal qui, s'il admet une bonne solution, conduit à travers les équations d'Euler-Lagrange à une solution de MFJ réduit. Ce problème, quel est-il? Ce problème consiste à regarder la minimisation. Donc on a d'une part ce MFJ réduit et on a d'autre part un problème d'optimisation. Donc ça c'est MFJ réduit. Et puis là on va écrire un autre problème de contrôle optimal. Donc je vais l'appeler C comme contrôle. Dans lequel on va minimiser une certaine expression qui va être intégrale de 0 à t, intégrale en dt, intégrale par rapport à x. De quoi? De m fois un certain L de x et de alpha. Je vais expliquer dans un instant tout ce que sont tous ces bazars-là. Et puis il y a une dernière quantité qui est moins une intégrale en x de u bar m de grand t. Je pense que c'est moins, de toute façon on va faire le calcul et on va bien voir. Donc je cherche à minimiser ceci sous la contrainte que m vérifie dm sur dt moins nu laplacien m plus divergence de alpha m égale à 0 avec m en t égale à 0 égale m0. Et j'ai oublié un terme, décidément. Voilà, tout y est. Donc, de quoi s'agit-il? On considère toutes les équations de Fokker-Planck, en tout cas si nu est strictement positif, une équation de transport si nu est égal à 0. Toutes les équations de transport correspondant à tous les champs de vecteurs alpha possibles. Ça, c'est mon contrôle. Si je me donne un contrôle, si je choisis un contrôle alpha, j'ai un état du système correspondant qui est mon M. Étant donné ce contrôle et cet état, je calcule une expression qui est une expression qui me donne combien rapporte ou combien coûte ce choix et j'obtiens effectivement une expression que je peux essayer de minimiser par rapport à alpha. Donc ça c'est typiquement un problème de contrôle optimal d'équation de Fokker-Planck ou d'équation de transport. Lorsque nu est égal à 0 et que tf égale à 0 et que L est une fonction de alpha, vous avez ce qu'on appelle du transport optimal. Alors vous pouvez, dans le transport optimal, prescrire à la place d'avoir ceci, d'avoir une contrainte de cible, mais c'est fondamentalement la même nature de problème. Et donc, je répète, lorsque grand F est égal à 0, ça c'est du transport optimal à la Monch-Notorowicz. Bon. Alors là-dedans, qu'est-ce que c'est L, qu'est-ce que c'est F? Eh bien, L, c'est la fonction convexe conjuguée. Donc L, c'est H étoile. Bon, X, là-dedans, c'est un paramètre, hein, c'est la fonction convexe conjuguée. Les variables de conjugaison, c'est alpha et gradient. Bon. Et grand F, c'est une primitive de petit f. Donc grand F de Z, c'est l'intégrale de 0 à Z de petit f. Là-dedans, j'ai pris une fonction locale. Hein, quand j'écris f de m, c'est un f de m de x et de t. Donc, c'est une petite variante ou extension des problèmes de transport optimal, mais à ceci près que de rajouter le f de m, ça change beaucoup la structure de ces équations-là, et que le fait que fondamentalement, lorsque f est là, on n'a pas de problème qui dépendent réellement du temps, mais on n'a que des problèmes fondamentalement elliptiques, parfois compliqués, mais stationnaires,
Dès qu'on a un F, la structure est mathématique et beaucoup moins claire. Et le fait qu'on ait un U, d'ailleurs, aussi complique un peu les choses. Donc déjà, je dirais même qu'avec un U strictement positif et avec ou sans F, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur ces problèmes de contrôle optimal, et qu'en plus, même si on comprend, il n'y a qu'un lien partiel avec les MFG réduits, puisque le principe, c'est que ceux-ci donnent des solutions, éventuellement, pour les MFG réduits. On n'est pas en train de dire que toutes les solutions de MFG réduits sont des minima d'un tel problème de contrôle optimal. Ce sont des points stationnaires. Si on a de la régularité, ce sont des points stationnaires. Ce n'est pas forcément des minima. Dans le cas où tout est convexe, c'est-à-dire F monotone, qui était le bon cas d'unicité, c'est-à-dire grand F est convexe, on a un problème que l'on peut repenser comme convexe, je vous ai déjà expliqué tout ça. Donc il y a un unique minimum, on a unicité ici, unicité là, et évidemment les problèmes sont équivalents, en tout cas si je n'ai pas de problème de régularité. Donc ça c'est la bonne situation d'unicité, on a un problème d'optimisation convexe, tout se passe bien. Mais hors ce cas-là, on a d'un part un problème de contrôle optimal, de l'autre côté des problèmes FG réduits, et même si j'ai des solutions régulières, des solutions de ça, c'est des solutions de ceci. La réciproque n'est pas vraie en général. On peut même démontrer qu'elle n'est pas vraie. On peut donner des exemples où on a des solutions de FG réduits qui ne sont pas des minima de cette expression. Ne serait-ce parce que fondamentalement, on a des situations où il y a des solutions et le minimum, c'est moins l'infini. Bon. Alors, je ne vais pas refaire ce calcul-là, je vais me dire, au fond, maintenant, c'est au lieu d'avoir des variables séparées, qu'est-ce qui se passe si je mets une dépendance en M quelconque? Donc la question que je vais me poser, c'est que se passe-t-il si maintenant je regarde un problème de contrôle optimal, donc celui-là je l'appelle même plus C. Donc ça c'est le deuxième point. Je pars d'un problème de contrôle optimal quelconque et je veux savoir absolument quelconque. J'oublie les MFG, provisoirement. Je veux écrire un problème de contrôle optimal, écrire ces équations de Euler-Lagrange et me dire dans quel cas je suis en train de résoudre un problème du type MFG réduit. Bon. En d'autres termes, même si je prescris un peu la forme, parce que la question à laquelle je suis en train de répondre, c'est quand est-ce des solutions de MFG, des systèmes MFG réduits peuvent être construites par contrôle optimal. C'est ça la question que je pose. Alors, écrivons un problème de contrôle optimal relativement général. Intégrale de 0 à t, intégrale, j'écris plus les dt, les dx. Je vais mettre m en facteur pour que les calculs soient un peu plus simples. L de x, de alpha et de m. Ça, c'est une fonction quelconque. Vous pourriez la supposer convexe en alpha, si vous préférez avoir des problèmes convexes, mais c'est pas important, comme de toute façon, je ne vais pas supposer de convexité. Fondamentalement, ce que je vais supposer, c'est qu'il existe un minimum qui est une fonction régulière, ce qui va permettre d'écrire des équations de Euler-Lagrange. Donc, m, L de x de alpha et de m, bon, ça contient à peu près tous les cas qui sont là-bas. Je garde, parce que ça, c'est évidemment une manière d'absorber la condition finale, moins u bar m de t. J'écris donc ce problème de contrôle optimal sous les mêmes contraintes, je répète, et puis on va calculer ensemble l'équation de Euler-Lagrange. Bon, donc je suppose que alpha m est un minimum, un point de minimum, et je veux écrire les équations de Euler-Lagrange. En fait, ce que je veux écrire, c'est le gradient de cette fonctionnelle. Et les équations de Euler-Lagrange, c'est de dire que le gradient de cette fonctionnelle, la dérivée de cette fonctionnelle, s'annule. Le calcul que je fais, c'est en fait l'identification
de la dérivée de cette fonctionnelle. Ça, c'est des techniques classiques de contrôle optimal dans lesquelles on introduit un état adjoint pour pouvoir calculer, exprimer, pour être plus précis, la dérivée de la fonctionnelle. Et les équations de Lagrange, c'est grâce à l'état adjoint, c'est là où va apparaître du U, de dire la dérivée s'annule, et ça sera de dire qu'on a une équation sur l'état adjoint. Voilà, donc voilà, et ça doit ressembler un peu à CMFG, mais pour quel H? Comprenons cela. Si alpha et m est un minimum, je vais donc prendre une dérivée dans une direction f. Pensez que vous êtes en train de faire m plus epsilon f et faire un développement en unité à l'ordre 1 en epsilon. Pardon, je dis des bêtises. C'est alpha le contrôle. Donc vous prenez la dérivée, vous essayez de calculer la dérivée en alpha dans la direction bêta. Pour cela, le alpha plus epsilon bêta, il vous donne un état qui est un m plus epsilon f. Et je fais tout à l'ordre 1, c'est la linéarisation, c'est le calcul d'une dérivée directionnelle. Donc je fais rapidement. Donc vous linéarisez le système qui est là, vous avez df sur dt, moins nu laplacien f, plus divergence de bêta m, plus alpha f égale à 0. Bien. Avec f initialement qui vaut 0. Puisque tous les états partent de la même condition initiale. Et la condition d'optimalité, quelle est-elle? Elle est simplement de dire que si je dérive ça à l'ordre 1, si je prends le développement limité à l'ordre 1, je trouve 0. Alors je vais tout calculer. Ça me fait l'intégrale de quoi? M, vous le remplacez m par f. Ça fait f, L. Je n'écris pas ce qu'il y a à l'intérieur du L. Vous gardez m et vous dérivez. Donc ça fait L dérivé par alpha fois f. Donc ça, L avec l'indice alpha, c'est la dérivée de L par rapport à alpha. Plus Lm, et d'ailleurs c'est bêta ici, plus Lmf. Ça c'est le deuxième terme. Et puis il ne me reste plus qu'à prendre celui-ci, et donc ça fait moins U bar f de t égale à 0. Donc chaque fois que j'ai trouvé un couple bêta f qui vérifie ceci, ça me donne cela. Alors, bêta est la variation, bêta est quelconque ici. Le seul problème, c'est que f, lui, il n'est pas quelconque, puisque f, il est lié à bêta. Et donc, le jeu de l'état adjoint, c'est que le f, il dépend implicitement de bêta, et il faut rendre ça explicite, et on fait ça par un état adjoint. Alors que la construction de l'état adjoint consiste toujours à écrire le problème adjoint. Donc, l'adjoint d'un d sur dt, c'est un moins d sur dt. Laplacien est auto-adjoint. Alors, divergence alpha, ça devient moins alpha. De toute façon, on va voir ce qu'il faut. Donc, je vais appeler ça U. Donc là, je suis en train de construire. U va être ce qu'on appelle l'état adjoint. Alors, il y a des règles générales, mais si on ne sait plus des règles générales, c'est qu'on veut que ça fasse un certain grand T, et il faut qu'on trouve T pour que ça marche. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour effectivement enlever la dépendance implicite de f en bêta? Bien, ce que l'on va faire, c'est une intégration par partie. Et en d'autres termes, ce que je vais calculer, et donc si je change tous mes signes, ça fait ceci. Plus t égale à 0. Eh bien, tiens donc, je vais multiplier la première équation f en f par u. La deuxième équation en u par f et intégrer par partie. Tiens, mais c'est la démonstration d'unicité, ça. Hein? Donc, je multiplie par u, je fais ceci, et je récupère donc d sur dt de l'intégrale de uf.
Bah, comme dans la démonstration unicité, hein, moins nu Laplacien f multiplié par u plus nu Laplacien u multiplié par f, par intégration par partie, ça s'en va. Le divergence de alpha f fois u par intégration par partie, ça fait moins alpha gradient u fois f plus alpha gradient u fois f, ça s'en va. C'est fait pour. C'est ça l'état adjoint. Et donc, si vous calculez ça, vous voyez que le d sur dt de uf, il ne reste plus que ce terme-là et ce terme-là. Celui-ci est multiplié par u et celui-là est multiplié par f. Tous les autres s'en vont parce que c'est les opérateurs adjoints. Donc, si vous faites ceci, eh bien, vous récupérez plus l'intégrale de tf. Et puis, le premier terme vous donne moins, j'intègre par partie, moins l'intégrale de m bêta gradient u. Et ça, c'est égal à 0. Donc, j'ai introduit cet état adjoint et je vais pouvoir maintenant essentiellement effacer toutes les parties intermédiaires. On commence à voir apparaître l'équation qui ressemble à MFG réduit, mais bon. Allons-y tranquillement. Donc, si maintenant j'intègre par partie entre 0 et grand T, je vais récupérer l'intégrale double en x et t. En 0, le f vaut 0, et donc ce qui me reste ici, c'est l'intégrale de u de t, f de grand T. Et donc vous voyez, u bar de t, f de grand T. Bien. Et donc, vous voyez que pour que ça marche, on veut se débarrasser des termes en f, et donc vous voyez que pour que ça marche, vous avez intérêt à prendre t, le t qui est là. Il faut que ce terme-là, je vais essayer de le souligner avec d'autres couleurs pour qu'on le voit bien. Il faut que ce terme-là corresponde à ces deux termes qui sont là, multipliés par f. Et donc, ça vous n'avez pas le choix. Le t qui était à ma disposition, t, c'était à choisir. Je ne sais pas ce que c'est, on va le trouver. Eh bien, là, maintenant, le t, je le choisis. Je choisis pour qu'effectivement, je retrouve les termes qui sont ici. Je retrouve les termes qui sont ici, ça veut dire que je choisis pour t moins L moins M, L, M. Nous sommes d'accord. Si je fais ça, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, en ajoutant les deux équations, donc je prends t égale moins L plus M, L, M, eh bien, j'en déduis quoi? J'en déduis que ce choix-là entraîne que l'intégrale double de M facteur de bêta, vous voyez, M bêta scalaire L alpha, et là, moins M lié, bêta est lié, gradient U est égal à 0. Voilà ce qu'entraîne ce choix de T. Donc ça me dit à peu de choses près. En fait, fondamentalement, ce que ça me dit, c'est qu'à peu de choses près, la dérivée, c'est le gradient U. Hein. L'expression de la dérivée de cette à des poids m près. Eh bien, donc, ou L alpha moins gradient U, pour être plus précis, pardon. Et donc, vous voyez que maintenant, si bêta est une variation quelconque, j'ai testé la minimalité en bougeant dans la direction delta, si bêta est une direction quelconque, m est une mesure que je vais supposer strictement positive pour ne pas avoir de soucis, eh bien, cela va entraîner que L alpha est égal à gradient U. Ce sera le cas si nu est strictement positif, vous avez automatiquement un m strictement positif. Et donc, je peux maintenant effacer le rappel. Et j'aboutis
Alors, alpha est gradient U, oui. Si j'introduis maintenant h de x p et m qui est égal au sup de alpha p moins L de x de alpha et de m, je vais appeler ça H0. Eh bien, ce que vous en déduisez, c'est que alpha, c'est dH0 sur dp en x gradient U et m. Ça, ce sont les règles de fonctions convexes conjuguées. Alors, pourquoi j'appelle H0 ? Ben, c'est que lorsque je regarde, vous voyez que mon alpha, il m'identifie le H0, mais il m'identifie la dérivée par rapport à P. Donc, en fait, il m'identifie l'hamiltonien à une fonction de m près. Ça, c'est pour être sûr de ne pas louper certains MFG. Alors, si je fais ceci, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens l'équation dm sur dt, donc ça ressemble vraiment beaucoup au MFG réduit. J'ai une divergence ici d'un dH0 sur dp. Je ne réécris pas de quoi fois m égale à 0. Et maintenant, il est temps de regarder l'équation en U. Donc T, c'est moins L moins MLM. D'accord ? Mais là, qu'est-ce que l'on a ? C'est à nouveau règle des fonctions convexes conjuguées. Alpha gradient U moins L, ça, par définition, c'est H0. Donc ça se présente plutôt bien, mais ça prouve que il doit y avoir un moins h là, dans l'équation qui est là. Bon, donc, du sur dt, plus nu Laplacien u. Bon, de toute façon, je ne garantis pas les signes, ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Plus h. Et enfin, une dernière observation que je veux faire, c'est que là, c'est toujours règle de fonction, c'est les règles sur les fonctions convexes conjuguées. M, c'est un paramètre dans ces relations de fonctions convexes conjuguées. Et le P qui est le P qui maximise, c'est gradient U. Dans la fonction, dans la règle, dans la formule dual sur le H qui permet de passer du H au L, le alpha qui maximise, c'est celui-ci. Et donc, vous savez que lorsque vous voulez dériver par rapport à un paramètre, vous dérivez ceci et vous en déduisez, c'est la règle de dérivation d'un sup. Ce que j'essaie de dire assez péniblement, c'est que dH0 sur dm, en ces points-là, est égal à moins dl sur dm en ce point-là. Parce que alpha et p ne dépendent pas de m. Donc, lorsque vous dérivez ce sup, voilà ce que vous récupérez. Et donc, lorsque vous avez ici le moins mlm, en fait, ici, vous avez plus h0, plus m dh0 sur dm. Ça, c'est l'équation en M des Minfield-Games. Ça, c'est l'équation en U des Minfield-Games. Observez que ici, vous avez en t égale à 0, vous avez m bar, et en t égale à grand T, vous avez u bar. C'est exactement ce qu'on veut. À ceci près que ici, on a un certain Hamiltonien, et que normalement, on devrait avoir la dérivée de cet Hamiltonien dans l'équation en M, et qu'on n'a pas exactement ça. Une autre manière de dire les choses, c'est qu'il y a ce terme-là en plus. Oui, mais H0, fondamentalement, est défini. N'oublions pas que H0 est à une fonction de M près.
je peux, si j'en ai envie, effectivement rajouter une fonction de m à h0, l'appeler h, ça ne change pas mon dh0 sur dp. Et donc, ceci, ça sera un MFG réduit si et seulement si m dh0 sur dm est une fonction de m seulement. Si c'est une fonction de m seulement, cela veut dire que dh0 sur dm est une fonction de m seulement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que h0 est fondamentalement donné par un h de x et de p moins une fonction de m. C'est la seule possibilité. Vous dérivez par rapport à m, vous avez quelque chose qui ne dépend que de m. Donc ce problème de contrôle optimal ne donne une solution des systèmes de Minfield-Games réduits en dimension finie que précisément dans le cas à variables séparées. Ce n'est que dans ce cas-là qu'on a un problème de contrôle optimal. Donc c'est rare. En général, vous n'avez pas de structure de problème de contrôle optimal. C'est comme ça. Donc c'est naturel quand on a des non-linéarités de commencer par les variables séparées. Mais on a vu déjà au moment de l'unicité que ça simplifiait beaucoup les choses. Et puis on voit là avec le contrôle optimal que c'est un cas ultra particulier. Donc simplifier, ça c'est pas encore le problème, c'est normal, c'est fait pour. Variable séparée, on sait que ça simplifie. Malheureusement, ça donne aussi une fausse idée, c'est que bon, l'interprétation en termes de contrôle optimal, elle n'est pas robuste. C'est un cas très particulier. Donc vous avez deux problèmes différents qui, dans un cas, certes important, parce qu'il permet de comprendre et d'avancer, dans un cas coïncide, vous avez d'une part ces problèmes variationnels, et d'autre part, ou de contrôle optimal, et d'autre part, les systèmes de MFG réduits, qui ne sont qu'un tout petit cas particulier des systèmes de MFG en dimension infinie. Alors, on va quand même dire pas mal de choses là-dessus. Alors, j'avais l'impression... Non, je crois que là, c'est à peu près tout. Ah, si. Ça, je me souviens d'ailleurs... Guillaume était là. Hein, d'ailleurs, Guillaume était responsable même de ça. Il commence à se faire du souci. Guillaume Carly. Guillaume et quelques autres de ses... je ne sais pas... bon, bref, de ses... usual suspects, collaborateurs, avait organisé, c'était en septembre, un petit colloque à Toulouse en mélangeant des matheux et des économistes de Toulouse, dont tout le monde a beaucoup entendu parler dans les journaux ces temps-ci. Une des questions, donc j'ai fait un exposé dans lequel justement j'essayais d'expliquer quand est-ce qu'on avait une interprétation pour ces équilibres de Nash continus, quand est-ce qu'on avait une interprétation en contrôle optimal. Pourquoi j'avais choisi de parler ça, j'avais parlé un peu aussi d'unicité, mais j'avais choisi de parler ça auprès dans un public d'économistes, certes quand même un peu habitués à manipuler des objets mathématiques. C'est que l'interprétation d'un problème de contrôle optimal, c'est le grand planificateur. D'accord ? Vous avez quelque part un seul problème correspondant à toute la population et on essaie de contrôler au mieux la dynamique de la population. Donc c'est comme si vous aviez un grand planificateur, vous pouvez l'appeler l'État. Ou je ne suis pas religieux. Donc, et d'un autre côté, vous avez les équilibres de Nash dans lesquels tout le monde essaye de se comporter au mieux en tenant compte éventuellement des autres. Ce n'est pas forcément égoïste, mais ce sont des décisions individuelles. Et donc, la question qui effectivement agite souvent les économistes, c'est de savoir s'il y a une certaine équivalence. C'est
Donc le fait de passer d'un problème avec un planificateur, je caricature un peu, hein, avec un planificateur à des problèmes avec des populations d'agents, c'est la décentralisation. Le fait de pouvoir tout réduire à un problème avec un planificateur, c'est de l'agrégation. Bon, alors, il y a plein de vocables différents, et d'ailleurs, même en économie, il y a plein de vocables différents pour ce genre de phénomène. Et donc, ça intéresse toujours les gens de savoir si, oui ou non, on peut passer de l'un à l'autre. Alors, ma réponse avait été de dire, ben, regardez, non. En général, ce n'est pas la même chose. Et puis, j'avais oublié qu'ils sont prêts à modifier les règles de cette question. C'est-à-dire que lorsque vous voulez inciter les gens à se comporter d'une certaine manière, ben vous pouvez agir avec des incitations. Donc cela veut dire qu'en plus de regarder ce problème de contrôle optimal, vous êtes même vous avez éventuellement la possibilité de rajouter des termes pour que ça marche. Alors quand ils m'ont dit, quand je me souviens, j'aurais dit oui, mais alors si vous mettez trop de paramètres de liberté, vous pouvez écrire tout, tout devient un cas particulier de tout. Hein. C'était Hadamard qui disait « Donnez-moi 100 paramètres et je vous fais un éléphant. Vous me donnez un 101e paramètre, je lui fais remuer la queue. » Bon, donc il y a un peu de ça. Hein. Si on se donne vraiment trop de flexibilité, il y a de tout. Mais je veux faire juste une remarque, on peut évidemment tout réécrire. Je peux faire juste une remarque, c'est que si on connaît l'équilibre